Personne n'en parle, mais une simple poudre rose est en train de menacer silencieusement votre alimentation. Et ce qui se passe en ce moment entre les États-Unis et le Canada pourrait bientôt se refléter directement sur le prix de votre pain. Vous avez déjà entendu parler du pétrole, du gaz naturel ou encore des terres rares. Ce sont des ressources omniprésentes dans les médias, dans les discours politiques et dans les analyses stratégiques. Elles sont devenues, au fil du temps, des symboles évidents de puissance et d'influence. Mais il existe une autre ressource, beaucoup plus discrète, presque invisible dans le débat public, et pourtant en train de redéfinir silencieusement les rapports de force entre certaines des plus grandes puissances économiques mondiales. Une ressource qui ne fait pas les gros titres, qui ne déclenche pas de débats enflammés, mais dont la disparition pourrait provoquer une crise alimentaire majeure, difficile à anticiper pour la majorité des observateurs aujourd'hui. Cette ressource, c'est la potasse. Et ce qui se joue actuellement autour de cette poudre rosée extraite des profondeurs de la Saskatchewan, au Canada, constitue probablement l'un des enjeux géopolitiques les plus importants et les plus ignorés de notre époque. Aujourd'hui, on va analyser tout ça ensemble. On va revenir aux origines du problème, comprendre les mécanismes géologiques qui sont à l'origine de cette situation, puis suivre les décisions politiques qui ont transformé un simple enjeu agricole en véritable confrontation stratégique. Et surtout, on va voir pourquoi ce qui se passe dans une mine canadienne peut, concrètement, influencer le prix du pain dans votre supermarché. Parce que c'est exactement ce qui est en train de se produire, et la plupart des gens n'en ont absolument pas conscience. Alors, commençons par la base. Qu'est-ce que la potasse, exactement? Et pourquoi est-elle si essentielle? La potasse est un engrais riche en potassium. Et le potassium, avec l'azote et le phosphore, forme ce que l'on appelle le trio fondamental de l'agriculture moderne. Ces trois éléments jouent un rôle comparable à celui des protéines, des glucides et des lipides dans le corps humain. Ils sont indispensables, non substituables, et impossibles à éliminer sans déséquilibrer tout le système. Le potassium, en particulier, a un rôle central. Il renforce la structure des plantes, améliore leur résistance face aux sécheresses, les protège contre les maladies et optimise leur capacité à transformer l'eau et la lumière en matière organique. Autrement dit, il influence directement les rendements agricoles. Lorsque le potassium vient à manquer dans les sols, les conséquences sont immédiates. Les racines deviennent moins performantes, les plantes se fragilisent, et les récoltes peuvent chuter brutalement. Pas légèrement. Pas progressivement. Mais de manière soudaine. Ce qui peut transformer une saison rentable en véritable catastrophe économique pour les agriculteurs. C'est pour cette raison que l'agriculture industrielle moderne dépend totalement d'un accès stable, prévisible et abordable à la potasse. Ce n'est pas une option. C'est une nécessité structurelle. Et c'est là que la situation devient particulièrement intéressante, d'un point de vue géopolitique. Contrairement au pétrole ou au gaz naturel, dont les réserves sont relativement réparties à l'échelle mondiale, la potasse est une ressource extrêmement concentrée sur le plan géologique. Et cette concentration crée une vulnérabilité stratégique majeure. Une vulnérabilité que les États-Unis n'ont jamais réellement réussi à résoudre, malgré des décennies de prise de conscience. Certes, les États-Unis disposent de quelques mines, notamment dans l'Utah, le Nouveau-Mexique ou encore le Michigan. Mais ces gisements sont de qualité inférieure, et leur production reste largement insuffisante pour répondre aux besoins du pays. Selon les données du United States Geological Survey, le Canada possède environ 5 fois plus de réserves de potasse que les États-Unis. Mais ce chiffre devient encore plus frappant lorsqu'on regarde la production réelle. Le Canada produit environ 36 fois plus de potasse que les États-Unis.
ce n'est plus un simple écart. C'est une dépendance structurelle. En 2024, environ 85% des importations américaines de potasse provenaient directement du Canada. Et selon les périodes de l'année et les contrats, ce chiffre peut même s'approcher des 90%. Autrement dit, une immense partie de l'agriculture américaine repose sur un seul fournisseur étranger, situé juste de l'autre côté de la frontière. Dans n'importe quel autre secteur stratégique, une telle situation serait immédiatement considérée comme critique. Imaginez un instant que 85% du pétrole d'un pays provienne d'un seul fournisseur. Le débat politique serait explosif. Mais ici, parce qu'il s'agit d'engrais, un sujet technique, peu médiatisé, cette dépendance s'est installée progressivement, presque dans l'indifférence générale. Et pourtant, des alternatives existent, du moins en théorie. La Russie et le Bélarus font partie des principaux producteurs mondiaux de potasse. À eux trois, avec le Canada, ces pays contrôlent environ 80% de la production mondiale. Mais depuis 2022, avec l'invasion de l'Ukraine et le soutien affiché de Minsk à Moscou, les sanctions occidentales ont considérablement limité l'accès des États-Unis à ces sources. Résultat, le Canada n'est plus seulement un fournisseur majeur. Il est devenu le fournisseur par défaut. Dans un marché où les options se sont fortement réduites. Et pour comprendre pleinement l'ampleur de cet enjeu, il faut maintenant s'intéresser à un territoire bien précis. La Saskatchewan. Une province canadienne qui est, tout simplement, l'épicentre mondial de la potasse. La Saskatchewan n'est pas seulement une région riche en ressources. C'est le cœur stratégique de l'industrie mondiale de la potasse. Cette province concentre à elle seule 11 mines actives. Et en une seule année, elles ont produit près de 21,9 millions de tonnes métriques. Mais ce qui rend la situation encore plus significative, c'est la concentration du pouvoir entre les mains d'un seul acteur. Une entreprise domine largement ce marché, Nutrien. Nutrien contrôle à elle seule 6 de ces mines. En 2024, l'entreprise a vendu plus de 14,4 millions de tonnes de potasse à plus de 40 pays. Ce qui en fait non seulement le premier producteur mondial, mais aussi un véritable pilier du système agricole global. Quand Nutrien ralentit sa production, ce sont des chaînes d'approvisionnement entières qui sont affectées. Quand Nutrien ajuste ses prix, les conséquences se font ressentir partout, de l'Iowa jusqu'à l'Indonésie. Et il y a un autre facteur, souvent mentionné mais rarement expliqué en profondeur, la géographie. La potasse canadienne possède un avantage logistique décisif. Contrairement à d'autres ressources, elle n'a pas besoin de traverser des océans pour atteindre les exploitations agricoles américaines. Elle est transportée principalement par rail, à travers une frontière terrestre directe. Résultat, les coûts logistiques sont beaucoup plus faibles que pour n'importe quelle alternative maritime. Et dans un secteur où les marges sont déjà extrêmement serrées, ce détail devient en réalité déterminant. C'est souvent la différence entre une exploitation rentable et une exploitation en difficulté. C'est précisément pour cette raison que les événements survenus à partir de février 2025 ont provoqué une onde de choc immédiate dans le monde agricole américain. À ce moment-là, l'administration américaine a décidé d'imposer des droits de douane de 25% sur les importations canadiennes de fertilisants. Sur le papier, cela peut ressembler à une simple mesure commerciale. Mais dans les faits, c'était une décision aux conséquences très concrètes. Une décision qui touchait directement l'un des postes de coût les plus sensibles de toute l'agriculture américaine. Au moment de cette annonce, le prix de la potasse tournait autour de 450 $ la tonne, selon les données de production disponibles dans l'Illinois début 2025.
Un tarif de 25% signifiait une hausse de plus de $100 par tonne. Et cela peut sembler supportable, jusqu'à ce qu'on réalise qu'il s'agit de millions de tonnes. Les coûts s'accumulent alors à une vitesse considérable. Et surtout, dans un secteur qui n'a quasiment aucune capacité d'absorption. La réaction du monde agricole a été immédiate. Les organisations professionnelles ont rapidement exercé une pression suffisante pour forcer une révision de cette mesure. Le tarif a finalement été réduit à 10%. Mais même à ce niveau, l'impact reste significatif. Car 10% appliqués à des volumes aussi importants représentent toujours des centaines de millions de dollars de coûts supplémentaires. Des coûts qui ne disparaissent pas. Ils se redistribuent. Et c'est là qu'il faut comprendre un mécanisme essentiel, la transmission des coûts. Dans l'agriculture américaine, les engrais représentent environ 40% des dépenses opérationnelles pour les producteurs de maïs. Pour d'autres cultures majeures, cette proportion varie entre 30 et 45%. C'est donc l'un des postes les plus lourds. Quand ce coût augmente, les agriculteurs n'ont que 3 options. Première option, absorber la hausse. Mais cela signifie souvent réduire leurs marges, voire travailler à perte. Deuxième option, réduire l'utilisation d'engrais. Mais cela entraîne une baisse des rendements, donc moins de production. Troisième option, répercuter la hausse sur les acheteurs. Et c'est généralement ce qui se produit. Les prix des matières premières agricoles augmentent. Puis les prix des produits transformés. Et finalement, ce sont les consommateurs qui paient au moment de passer à la caisse. Et les données montrent que ce processus est déjà en cours. L'indice des prix des importations américaines d'engrais chimiques est passé de 164,5 en décembre 2024 à 177,5 en septembre 2025. Une hausse de plus de 13 points en moins d'un an. Ce qui rend cette situation particulièrement préoccupante, c'est son origine. Cette hausse n'est pas liée à une catastrophe naturelle, ni à une sécheresse exceptionnelle, ni à une rupture imprévisible des chaînes d'approvisionnement. Elle est le résultat de décisions politiques. Des décisions délibérées. Ce qui signifie qu'elle aurait pu être évitée, et surtout qu'elle peut durer. Tant que ces politiques restent en place. Et si on ajoute à cela un autre facteur clé, la situation devient encore plus fragile. Les revenus agricoles américains sont en baisse depuis plusieurs années. En particulier pour les grandes cultures comme le maïs, dont les prix sont sous pression depuis 3 saisons consécutives. On se retrouve donc avec une combinaison classique, mais dangereuse, des coûts qui augmentent. Des revenus qui diminuent. C'est exactement le type de configuration qui précède les crises sectorielles. Et dans le cas de l'agriculture américaine, ces crises ne restent jamais isolées. Elles remontent progressivement vers l'ensemble de l'économie. Vers les villes. Vers les supermarchés. Et vers les budgets des ménages. À ce stade, une question devient évidente. Pourquoi les États-Unis ne produisent-ils pas simplement leur propre potasse? En théorie, c'est possible. Mais dans la réalité, c'est beaucoup plus complexe. Construire une mine de potasse ne se fait pas en quelques mois. C'est un processus long, très long. Entre les études géologiques, les autorisations environnementales, la construction des infrastructures et le démarrage de la production, il peut s'écouler plusieurs années. Parfois même des décennies. Un projet est actuellement à l'étude dans le comté d'Osceola, dans le Michigan. Il pourrait produire environ 800 000 tonnes par an. Ce serait un apport significatif. Mais ce projet dépend d'un financement fédéral d'environ 1,1 milliard de dollars. Et même si ce financement est accordé,
Il faudra encore du temps avant d'atteindre une production réelle. Ce n'est donc pas une solution à court terme, ni même à moyen terme. Et il y a un autre problème, plus structurel encore. Les gisements américains sont de qualité inférieure à ceux du Canada. La concentration en potasse y est plus faible. Ce qui signifie qu'il faut extraire davantage de matière pour obtenir la même quantité utilisable. Et donc, des coûts plus élevés. Pendant ce temps, les infrastructures canadiennes existent depuis des décennies. Elles sont optimisées, amorties, extrêmement efficaces. Résultat, produire localement ne garantit pas des prix plus bas. Au contraire, cela pourrait même les augmenter. Les agriculteurs américains paieraient plus cher pour un produit moins performant. Ce n'est pas une véritable indépendance. C'est le remplacement d'une dépendance externe par une inefficacité interne. Et c'est là que l'histoire prend un tournant encore plus révélateur. En décembre 2025, un accord discret a été conclu entre les États-Unis et le Bélarus. Un accord passé presque inaperçu. Officiellement, il s'agissait d'un échange humanitaire. Le Bélarus a libéré 123 prisonniers politiques. En contrepartie, les États-Unis ont assoupli certaines sanctions sur les exportations de potasse bélarusienne. Sur le papier, cela ressemble à un geste diplomatique. Mais en réalité, le contexte raconte une autre histoire. Les États-Unis cherchaient à diversifier leurs sources d'approvisionnement. Et le Bélarus représentait l'une des rares alternatives disponibles à grande échelle. Mais même avec cette ouverture, un problème majeur subsiste. La géographie. Remplacer la potasse canadienne par de la potasse bélarusienne, ce n'est pas simplement changer de fournisseur. C'est transformer complètement la chaîne logistique. Au lieu d'un transport terrestre rapide, il faut désormais acheminer la marchandise sur des milliers de kilomètres. Par voie maritime. Puis par rail. Avec des ports, du fret, des délais, et surtout des coûts supplémentaires. Et au final, quelqu'un paie toujours. Et ce quelqu'un, c'est généralement l'agriculteur. Et derrière lui, le consommateur. Et c'est précisément là que tout converge. Parce qu'au final, cette histoire de potasse dépasse largement les mines, les contrats commerciaux ou les décisions politiques. Elle touche directement à quelque chose de beaucoup plus fondamental, la sécurité alimentaire. Quand une ressource aussi essentielle que la potasse devient un levier géopolitique, ce ne sont pas seulement les États qui sont concernés. Ce sont les chaînes d'approvisionnement mondiales. Ce sont les marchés agricoles. Et, au bout de la chaîne, ce sont les consommateurs. Ce que nous observons aujourd'hui, c'est la transformation progressive d'un intrant agricole en instrument de pouvoir. Un outil capable d'influencer les prix, les politiques et les équilibres économiques. Parce que la réalité est simple, sans potassium, il n'y a pas de rendement stable. Sans rendement stable, il n'y a pas de production agricole fiable. Et sans production fiable, il n'y a pas de sécurité alimentaire. C'est une chaîne logique, mais implacable. Et cette chaîne est aujourd'hui fragilisée. Fragilisée par une dépendance extrême. Fragilisée par des décisions politiques. Et fragilisée par une concentration géographique des ressources. Ce qui rend cette situation encore plus préoccupante, c'est qu'elle évolue dans une relative discrétion. Contrairement au pétrole ou au gaz, la potasse ne déclenche pas de débat public massif. Elle n'est pas au centre des discours électoraux. Elle ne mobilise pas l'opinion. Et pourtant, son impact potentiel est considérable. Parce que les crises agricoles ont une particularité, elles ne restent jamais confinées.
Elle se propage. D'abord dans les zones rurales, puis dans les chaînes de distribution, et enfin dans les économies domestiques, sous forme d'inflation alimentaire, sous forme de pression sur les budgets, et parfois même sous forme d'instabilité sociale. L'histoire récente l'a déjà montré à plusieurs reprises. Et c'est exactement ce type de dynamique qui pourrait émerger si les tensions autour de la potasse s'intensifient. Alors, que peut-il se passer maintenant? Plusieurs scénarios sont possibles. Le premier, c'est une stabilisation progressive. Les États-Unis pourraient maintenir leur dépendance au Canada tout en ajustant leur politique commerciale pour éviter de nouvelles tensions. Le second scénario, c'est une diversification accélérée. Avec une augmentation des importations depuis d'autres pays, malgré des coûts plus élevés. Et enfin, le scénario le plus risqué, une fragmentation du marché. Avec des blocs d'approvisionnement, des tensions politiques accrues et une volatilité des prix beaucoup plus forte. Dans tous les cas, une chose est certaine. La potasse n'est plus un simple engrais. C'est devenu un enjeu stratégique. Un enjeu qui relie directement la géologie à la géopolitique. Et la géopolitique à votre quotidien. Parce que derrière chaque décision prise à Washington, à Ottawa ou à Minsk, il y a des conséquences très concrètes. Sur les agriculteurs, sur les marchés, et sur ce que vous payez, chaque jour, pour vous nourrir. C'est ça, la réalité. Une réalité souvent invisible, mais déjà en train de produire ses effets. Et c'est exactement pour ça que ce sujet mérite d'être compris. Parce que dans un monde où les ressources deviennent des instruments de pouvoir, même les plus discrètes peuvent devenir déterminantes. Et parfois, ce ne sont pas les ressources dont tout le monde parle qui façonnent réellement l'avenir.